Si la période coloniale britannique est aujourd'hui largement condamnée pour son exploitation économique, les famines aggravées par certaines politiques impériales et la négation des aspirations nationales indiennes, elle a également vu la création des premières grandes institutions archéologiques et muséales du pays. C'est notamment à Kolkata que furent fondés l'Indian Museum, plusieurs sociétés savantes, ainsi que différents organismes qui contribuèrent à l'étude scientifique, à la préservation et à la valorisation du patrimoine historique et culturel de l'Inde. Aujourd'hui connue sous le nom de Kolkata, la ville fut appelée Calcutta pendant plus de 2 siècles. Cette forme anglicisée d'un ancien nom bengali resta officielle jusqu'en 2001, lorsque la métropole retrouva sa prononciation traditionnelle. Pourtant, c'est sous le nom de Calcutta que la ville entra dans l'histoire. Pendant plus d'1 siècle, elle fut la capitale de l'Inde britannique et le cœur administratif du Raj. Gouverneurs, négociants, militaires et fonctionnaires y façonnèrent une ville dont l'influence s'étendait bien au-delà du Bengale. Au tournant du XXe siècle, Calcutta comptait parmi les grandes métropoles de l'Empire britannique, aux côtés de Londres, Bombay ou Hong Kong. Si le pouvoir politique fut transféré à Delhi en 1911, l'héritage de cette époque demeure profondément inscrit dans le paysage urbain. Palais, musées, institutions culturelles et monuments commémoratifs témoignent encore aujourd'hui du rôle exceptionnel qu'a joué la ville dans l'histoire de l'Inde moderne. Parmi les institutions nées durant cette période figure l'Indian Museum de Kolkata, fondé en 1814. Il s'agit du plus ancien musée de l'Inde et de l'une des plus anciennes institutions muséales d'Asie. Ces collections ont joué un rôle majeur dans l'étude, la préservation et la mise en valeur du patrimoine du sous-continent indien. Aujourd'hui encore, le musée demeure une référence essentielle pour l'archéologie et l'histoire de l'Inde. Le lion d'Ashoka reprend la forme des chapiteaux qui couronnaient les colonnes élevées par l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant notre ère, à l'époque Maurya. Les lions, tournés vers les directions du monde, affirment l'autorité souveraine et la diffusion du dharma. Plus bas, le taureau, la roue et l'éléphant prolongent ce langage symbolique entre force, loi morale et mémoire bouddhique. À la base, le lotus rappelle la pureté et l'émergence spirituelle. D'autres sculptures prolongent cet univers hindou ancien. Plus modestes par leur taille, elles n'en sont pas moins riches de symboles. Garuda, Varaha, Ganesha et d'autres figures divines y donnent forme aux grands récits mythologiques de l'Inde. Entre corps humains, animaux sacrés et êtres hybrides, la pierre devient un langage de protection, de puissance et d'ordre cosmique.
Les représentations du Bouddha conservées à l'Indian Museum illustrent plusieurs moments majeurs de l'iconographie bouddhique. Le Bouddha est montré assis, en méditation, en geste d'enseignement ou de protection, mais aussi couché, dans l'évocation de la fin de sa vie terrestre et de son entrée dans le nirvana. Les reliefs associent souvent la figure principale à des disciples, des gardiens, des stupas, des arbres sacrés ou des animaux symboliques. Ces éléments traduisent les grands thèmes du bouddhisme ancien: le renoncement, la transmission de l'enseignement, la compassion et l'éveil spirituel. Le Victoria Memorial et l'Indian Museum comptent parmi les grands édifices de facture britannique à Calcutta, mais leur signification diffère profondément. L'Indian Museum abrite des pièces essentielles de l'histoire ancienne de l'Inde, tandis que le Victoria Memorial fut érigé en hommage à la reine Victoria, impératrice des Indes. Construit au début du XXe siècle, ce monument de marbre blanc associe monumentalité impériale, référence classique européenne et éléments indo-sarrasins, dans une mise en scène architecturale du pouvoir colonial britannique au Bengale. Les plafonds et coupoles du Victoria Memorial renforcent la monumentalité intérieure de l'édifice. Les arches, les galeries circulaires, les colonnes et les décors sculptés structurent un espace élevé et lumineux. La coupole centrale accentue l'impression de solennité propre au monument impérial. Les Britanniques ne sont pas venus en Inde uniquement pour y vivre, commercer et gouverner. Beaucoup y sont morts aussi. Ouvert en 1767, le South Park Street Cemetery accueillit les tombes d'Européens installés à Calcutta, souvent emportés par les maladies, le climat ou les conditions difficiles de la vie coloniale. Ces mausolées imposants témoignent d'une présence britannique durable, mais aussi de sa fragilité. Au South Park Street Cemetery, les tombes en forme de pyramide ou d'obélisque sont très nombreuses. Elles traduisent le goût européen pour l'Égypte ancienne, mais aussi une certaine idée du rang social. En Égypte, ces formes étaient liées au pouvoir royal et aux élites proches du souverain. Les reprendre dans un cimetière colonial revenait donc à donner aux défunts une mémoire monumentale, presque aristocratique, bien au-delà de la simple sépulture. Le Howrah Bridge, ouvert en 1943, remplaça un ancien pont flottant devenu insuffisant face à l'intensité du trafic entre Calcutta et Howrah. Pour l'administration coloniale britannique, il ne s'agissait pas seulement de relier deux rives du Hoogli, mais de fluidifier l'accès au port de Calcutta, aux gares, aux entrepôts et aux zones industrielles de Howrah. Le pont facilitait la circulation des marchandises, des travailleurs et des matières premières, notamment dans une région marquée par le commerce du jute, du charbon et des produits importés. Par son ampleur technique, il affirmait aussi la puissance de l'ingénierie impériale. Mais surtout, il révélait la logique économique du colonisateur.
organiser l'espace urbain pour mieux servir le commerce, l'industrie et l'exportation.